Paris, janvier 2018. L'obélisque de Luxor toise la place de la Concorde depuis 1836. Au Louvre, la pyramide de Minpei indique l'entrée du musée aux touristes du monde entier. La civilisation égyptienne, avec ses mystères, a toujours fasciné les hommes. Mais ce qu'ignorent les touristes, c'est qu'elle aurait pu sombrer dans l'oubli si elle n'avait pas été redécouverte à la fin du 19e siècle par les Britanniques et par les Français. Lorsque Napoléon arrive en Égypte en 1798, il est frappé par la beauté des monuments, qu'il demande aux scientifiques qui l'ont accompagné d'étudier. Parmi ces scientifiques, un homme joue un rôle fondamental. Cet homme est l'un des plus grands mathématiciens de l'histoire. Cet homme, c'est Joseph Fourier. Auxerre, février 2018. La ville s'apprête à célébrer le 250e anniversaire de l'une de ses plus grandes gloires. Joseph Fourier est en effet considéré comme l'un des plus grands scientifiques de l'histoire. Alors Fourier, c'est d'abord donc l'équation de la chaleur, c'est-à-dire que quand on chauffe un matériau avec une forme donnée, avant Fourier, on ne sait pas au bout de tant de minutes quelle température il y aura en un point. Et de même, quand on laisse le matériau se refroidir. Donc Fourier résout le problème, et pour le résoudre, il crée des outils mathématiques qui vont servir dans énormément d'autres domaines des sciences et jusqu'aux technologies actuelles. Mais l'importance de Fourier dépasse le domaine des sciences. Joseph Fourier est né à Auxerre le 21 mars 1768. Dans cette maison. Orphelin de père puis de mère, il est recueilli par l'organiste de la cathédrale d'Auxerre, qui le fait entrer dans son pensionnat. Remarqué par l'évêque d'Auxerre pour ses excellents résultats scolaires, Joseph Fourier intègre l'école militaire d'Auxerre. Comme beaucoup d'orphelins sans argent, il est alors destiné à entrer dans les ordres et à entamer une carrière de prêtre. Mais Fourier est brillant, très brillant. Il se passionne pour les sciences. Et y excelle tant qu'il devient professeur dès l'âge de 16 ans. En 1789, la Révolution éclate. Dans une France en pleine déchristianisation, Fourier abandonne l'idée de devenir homme d'église. C'est un homme qui sait s'adapter. Fourier entre à l'école normale supérieure, qui est créée pendant la Révolution. Il rencontre alors les plus grands scientifiques de son temps, Lagrange, Monge ou encore Laplace, qui lui cède sa chaire de professeur à l'école polytechnique. Mais bientôt, les événements se précipitent. Alors, en ce qui concerne la situation de la France à cette époque, le directoire est en prise avec de multiples problèmes. Et d'abord des problèmes d'opposition extrêmement importants. Le retour des royalistes, qui existent encore, qui n'ont pas été éliminés complètement, pas du tout, et le retour des jacobins. Chacune de ces branches d'opposition s'entendant pour infléchir la politique du directoire. La situation de la France sur le plan financier n'est pas bonne, on crée un nouveau papier-monnaie, il y a donc des problèmes un peu de toutes sortes. Alors, sur le plan militaire,
c'est la campagne d'Italie qui marque cette période essentiellement. C'est en 1797 la première campagne d'Italie, avec les victoires d'Arcole et de Novi, et qui va nous laisser une Italie qui va devenir un satellite pour différentes républiques que Bonaparte va créer. Ces républiques vont devenir des satellites de la République française. Le 22 mars 1798, Fourier vient d'avoir 30 ans. En urgence, il demande à Garnier, l'un de ses élèves, de reprendre les cours qu'il a en charge à l'école polytechnique. Monge lui a en effet demandé de participer à une expédition organisée par le général Bonaparte. En 1798, Fourier n'a rien publié. Donc c'est pas un grand nom de la science. Ça a été un bon élève, un très bon élève qui s'est fait remarquer par tous ses professeurs. Dès qu'il a mis les pieds au collège d'Auxerre, on l'a remarqué, sa vivacité d'esprit, la facilité avec laquelle il apprenait. Quand il a été désigné pour être élève de l'école normale de l'an 3 en 1794, il s'est fait remarquer en posant des questions à ses professeurs, qui étaient les meilleurs scientifiques de France à l'époque, et des questions qui étaient pertinentes. Donc c'est pour ça que Monge lui a fait signe pour venir avec lui en Égypte, mais en 1798, Fourier n'avait rien publié, ce n'était donc pas pour l'instant scientifique. Madame Monge, on dit que votre mari est à Rome? Oui, ma chère, il est fasciné par ce général qui commande en Italie. Et il a de grands projets? Napoléon Bonaparte? Oui, il est question d'une expédition pour on ne sait trop quoi, ni on ne sait trop où. Toutes les personnes qui prennent l'engagement de participer ignorent ce à quoi elles s'engagent vraiment. Je sais juste que le citoyen Fourier en est. Cependant, les objectifs de l'expédition restent secrets, y compris pour les scientifiques qui participent à l'aventure. Je dis que Fourier ne savait pas où il allait quand il est parti. Il est parti, on avait besoin de gens qui réfléchissent bien, qui pensent bien, qui sachent faire des calculs. Et ceux qui ont décidé ça, c'est le directoire. Alors, Bonaparte, oui, se prête au jeu, mais il n'est pas décisionnaire. L'organe décisionnaire, c'est le directoire. Voilà. Sur un rapport de Talleyrand, un rapport de février de Charles Talleyrand de Périgord, qui, je vais vous répéter la phrase parce qu'elle est quand même tout à fait exceptionnelle, l'Égypte était une province de la République romaine, il faut qu'elle le devienne de la République française. Voilà. Donc, le directoire sent l'affaiblissement de la porte. La porte, c'est l'Empire ottoman. Hein. Ça s'appelle la porte. Parce qu'à Istanbul, il fallait passer sous une porte pour avoir une audience auprès du sultan. Elle n'existe plus d'ailleurs. Donc, il y avait un affaiblissement terrible de la force du sultan sur les rives de la Méditerranée, au sud de la Méditerranée, donc pour l'Égypte. Et même pour la Syrie, la Palestine, il y avait toute la force ottomane était terriblement affaiblie. Ça, le directoire le savait. Il savait que les Turcs n'avaient plus la main mise complète sur l'Égypte, loin s'en faut, puisque c'est les Mamelouks qui l'avaient. Et donc, on a pensé au départ que ça allait être une expédition très facile, d'ailleurs. Absolument, une promenade de santé, qu'on allait conquérir ce pays, voilà, facilement. Tel n'a pas été le cas, hein. Peut-être grâce à l'appoint des Anglais, d'ailleurs. Ça, c'est sûrement, ça a été capital. Mais ça n'a pas été une promenade de santé, en tout cas. Alors, l'objectif de cette expédition, il y a ce qui est avoué, ce qui n'est pas avoué. Mais enfin, dans ce qui n'est pas avoué, la première chose, c'est que on veut affaiblir l'Angleterre et tout le commerce britannique avec l'Inde, voilà, couper la route économique de l'Angleterre par rapport à l'Extrême-Orient, on va dire, voilà. Et donc affaiblir les Anglais et les ruiner finalement. L'immense flotte française embarque à Toulon le 19 mai 1798. Plus de 200 scientifiques ont embarqué avec les militaires. Les scientifiques, c'est complètement différent. Fourier n'a jamais tenu un fusil, ce n'était pas un militaire. Donc il était là, c'est un scientifique, il est là
pour étudier, réfléchir. Alors, il y en avait à peu près 200 qui étaient pris dans toutes les disciplines. Fourier était un mathématicien, mais il y avait aussi des naturalistes, des physiciens, des chimistes, des mécaniciens, des imprimeurs. Le 11 juin, Malte est prise. Mais Fourier a déjà compris que ce n'est qu'une étape et que l'objectif final, c'est l'Égypte. Tandis que Bonaparte prend le Caire, Fourier marche dans le delta du Nil et découvre le pays. Il effectue ses premiers relevés. À la fin du mois d'août, Bonaparte s'entretient avec Monge et lui révèle pourquoi il a décidé d'embarquer des scientifiques. Nous sommes ici pour longtemps. Si je vous ai demandé de m'accompagner, c'est pour apporter vos lumières. Vous devez coordonner vos efforts. Je propose que nous créions ici un institut, à l'image de nos académies en France. Excellent, citoyen Monge. Je décrète créer, ce jour, l'Institut d'Égypte. Sur la définition du rôle d'une académie, il y a une définition que je trouve assez bonne, c'est celle de Furetière, qui est un grand historien, qui disait que l'académie est une société de gens de lettres où l'on cultive les sciences et les beaux-arts. En Égypte, Fourier était donc le bon étudiant qui venait pour apporter sa vision de l'enseignement. C'était aussi quelqu'un qui avait un caractère très agréable, très conciliant, n'essayant pas de provoquer des discussions, fuyant au contraire les discussions. Il aimait bien le consensus. Donc tout ce qui... C'est quelqu'un qui arrondissait les angles. Donc Monge l'a proposé, il n'était pas là d'ailleurs, Monge l'a proposé pour être secrétaire de l'Institut d'Égypte, donc ce groupe de scientifiques qui allait réfléchir sur tous les aspects possibles de la science au Caire, et c'est Fourier qui allait être le secrétaire de ce groupe-là. Monge est élu président de l'Institut d'Égypte. Fourier en est le secrétaire. Il est chargé de rédiger une gazette, le Courrier d'Égypte. Le 7 septembre 1798, il donne sa méthode et ses objectifs aux autres membres. Messieurs, vous m'avez choisi pour être votre secrétaire. Permettez-moi de vous faire quelques remarques. Il me semble d'abord que notre institut doit s'inscrire dans la continuité de ce que nous avons commencé en France. Les travaux que vous et moi avons donc commencés doivent donc se poursuivre. Nous ne devons pas mettre entre parenthèses notre activité scientifique. Mais il est très important également de rendre compte de nos découvertes en ce pays. Le message est clair. Chaque scientifique doit poursuivre son œuvre. Et Fourier, comme les autres, décide de continuer ses travaux. La communauté scientifique est alors agitée par un débat autour de l'âge de la Terre. L'observation du zodiaque de Dendera, aujourd'hui au Louvre, apporte à Fourier des éléments de réflexion. Alors Fourier, tu prends des notes? Oui, j'ai revu à Dendera le zodiaque que Dessex avait déjà remarqué. Tu vas l'étudier? Si le zodiaque a été construit en même temps que le temple, alors le ciel qui est décrit dessus représente ce que voyaient les hommes de l'époque. Ce qui veut dire qu'on peut connaître l'âge du temps? Oui, la position du lion dans le ciel me fait penser que le temple doit avoir environ 2500 ans. Dans les faits, Fourier fait une erreur de calcul. Mais l'essentiel est ailleurs. Il comprend que l'âge de la Terre donné par la Bible est faux et que la planète est beaucoup plus ancienne. Qu'est-ce que l'Égypte apporte aux travaux de Fourier? Robert Timon reste prudent sur ce sujet. Ça change beaucoup de choses et peu de choses. Ça ne le change pas lui. Il a emporté en Égypte les travaux qu'il était en train de faire en mathématiques et il a continué en Égypte de faire ce qu'il faisait en France, de réfléchir aux problèmes mathématiques qui le préoccupaient. Donc dans ce sens-là, ça n'a rien changé. On ne peut pourtant pas s'empêcher de formuler quelques hypothèses. En réfléchissant à l'âge de la Terre, Fourier s'aperçoit que non seulement la Terre n'est pas une boule de feu en refroidissement, comme certains le pensent à l'époque, mais qu'elle se réchauffe. Fourier est le premier à comprendre le réchauffement climatique. Ces réflexions constituent le point de départ de sa théorie de la chaleur. Mais bientôt, les difficultés politiques rattrapent Fourier. Kléber, Fourier, je vous informe que je dois repartir en France. Il y a urgence en métropole. Vous partez, mon général?
Non, Kléber. Vous resterez ici pour veiller au maintien de l'ordre. Et vous, Fourier, vous continuez. Il quitte l'Égypte en 99 parce que il n'a plus rien à y faire. Il est prisonnier de sa conquête, puisqu'on a bien vu que la flotte française avait été détruite à Aboukir. Que peut-il y faire? Plus grand-chose. Il n'a plus de ressources en Égypte. Il est coupé de la nation, et donc il ne voit plus l'utilité de rester sur cette terre hostile quand même s'il y a eu des rapprochements entre les Français et les Égyptiens. Il y a quand même une ambiance qui n'est pas folle et qui n'est pas en notre faveur. Et donc Bonaparte sait très bien qu'à un moment donné, il sera obligé de se rendre ou d'être prisonnier, enfin peu importe. Il sait en tout cas que son avenir n'est plus en Égypte. En revanche, il sait très bien, il pense que son avenir est en France parce qu'il a des nouvelles de France et qui sont alarmantes. Après le départ de Bonaparte, le rôle politique de Fourier s'accroît. Il sera aussi gouverneur, donc, si je me souviens bien, donc de Basse-Égypte. Il aura véritablement un rôle de diplomate. Il sera chargé des négociations avec les populations locales. Il a surtout un rôle administratif. Un rôle administratif va être commissaire français auprès du divan du Caire. Alors le divan, je vous l'expliquais, mais je peux le redire, c'est un gouvernement des oulémas, ils sont 9. Des oulémas, ce sont des hauts dignitaires qui sont spécialisés dans le droit commun, mais surtout dans le droit islamique, et qui disent la bonne parole. Voilà, ce sont des sages qui sont extrêmement respectés. Donc Fourier est en contact avec eux, et avec eux, finalement, il représente le gouvernement de l'Égypte. Mais le principal apport de Fourier concerne la civilisation égyptienne, qu'il contribue à faire découvrir. Il a découvert un pays fabuleux, une civilisation qu'il ne comprenait pas, que personne ne comprenait. Tout le monde avait oublié la signification des hiéroglyphes. On n'arrivera à les lire que 15 à 20 ans après. Et l'Égypte va l'occuper encore 12 à 15 ans. 12 à 15 ans pendant lesquels on va le charger de coordonner un ouvrage monumental qui s'appelle La description de l'Égypte, où chaque savant va décrire ce qu'il a vu, et on va essayer de rassembler ça et dans un livre, une publication qui va s'étaler sur 15 ans, et Fourier va être le coordonnateur de cette publication. La situation politique devenant intenable, Kléber demande en effet à Fourier de recueillir un maximum d'informations. Voilà 3 mois que Bonaparte est parti. Nous ne resterons pas éternellement en Égypte. Notre départ sera une question d'années, 2 mois. En 1 an, on pourrait organiser un repli honorable. Ce qui veut dire que vous devez engranger les informations. Elles seront traitées plus tard. La description de l'Égypte, dont la bibliothèque d'Auxerre possède un exemplaire original, et un recueil extraordinaire de toutes les observations des scientifiques français en Égypte. Un témoignage phénoménal de l'expédition d'Égypte du point de vue des scientifiques. Mais bientôt, la situation s'envenime encore. Les Français se retrouvent dans une situation extrêmement complexe. Fourier, Kléber a été assassiné. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Un Égyptien s'est penché vers lui comme pour l'embrasser et lui apporte un coup de poignard. Mais c'est quand même une armée qui a passé 3 années à se battre dans le désert. C'est quand même une armée qui a été décimée par les maladies qui s'appellent la peste et l'ophtalmie, qui va tuer d'ailleurs plus de soldats que n'en ont tué ses ennemis. C'est une armée qui va devoir faire la fameuse expédition de Syrie, qui est absolument terrifiante. Il y a un tableau qui est extrêmement célèbre qui s'appelle la peste à Jaffa, le fameux tableau de Gros, où on voit Bonaparte toucher le bubon pestilentiel, tel un thaumaturge, il va toucher le bubon pestilentiel d'un soldat pour montrer que lui n'a pas peur de la maladie.
La réalité, c'est pas tout à fait celle-là. Mais il a approché quand même, il était plein de courage, il a approché les pestiférés, il a approché les bubons aussi. La dernière défaite, c'est la défaite de Canop, et peu de temps après, c'est la reddition du Caire, d'Alexandrie. L'armée française capitule. Il y a un accord qui intervient, et qui la ramène en France sur les bateaux ottomans. Fourier est presque le seul maître de l'Égypte jusqu'à son retour en France en septembre 1801. Fourier a joué un rôle majeur dans la naissance de l'égyptologie. Il permet au jeune Champollion d'étudier et de déchiffrer les hiéroglyphes. Joseph Fourier meurt en 1830. Alors, donc les travaux de Fourier, aujourd'hui, donc ces outils mathématiques sont utilisés dans toutes les technologies liées au numérique. Alors, par exemple, au cœur de vos téléphones portables, il y a un processeur qui, donc, historiquement, a été créé pour faire des transformés de Fourier. Parce que pour communiquer, stocker des images, donc faire des tas de calculs qui vous permettent de recevoir et d'envoyer des informations, on a besoin de ce qu'on appelle donc les outils de Fourier. Alors les outils de Fourier, c'est la transformée de Fourier et les séries de Fourier. Alors une autre technologie assez admirable dans laquelle les outils de Fourier servent doublement, c'est par exemple l'IRM. Donc l'IRM que vous connaissez, je suppose tous, en imagerie médicale, vous avez passé une IRM, et il y a 2 transformés de Fourier là-dedans. Voilà. Alors, de manière plus générale, donc ces outils mathématiques servent dans énormément de domaines. Par exemple en maintenance industrielle, quand vous voulez trouver si un moteur a des problèmes sans ouvrir, juste au son. Voilà, les outils de Fourier sont très importants. Ça sert aussi dans l'analyse, l'analyse spectro, donc de la matière, mais par exemple dans les dispositifs qui permettent de contrôler, certains dispositifs qui permettent de contrôler la pollution des véhicules. Ça sert aussi dans la détection des exoplanètes, donc des planètes extraterrestres. Donc c'est vraiment très très large. Et aussi dans le numérique. Au niveau des images, peut-être vous connaissez le JPEG, au niveau du son, le MP3. Il se fait enterrer au cimetière du Père-Lachaise. Sa tombe a la forme d'un naos, salle d'un temple égyptien. Près de lui repose Champollion, comme si Fourier n'était jamais véritablement parti d'Égypte, comme s'il avait choisi l'Égypte pour dernière demeure.